et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Beijing commence à vacciner le grand public contre le Covid-19. Les habitants âgés de 18 à 59 ans peuvent désormais s'inscrire pour bénéficier d'un vaccin. L'Inde et la Chine achèvent le désengagement de leurs troupes à la frontière himalayenne. Une annonce qui intervient après un accord conclu en ce sens début février. Le Parti communiste chinois célèbre son centenaire. À ce titre, le président Xi Jinping rappelle l'importance de l'étude et de l'enseignement de l'histoire du parti. Le secteur de la restauration chinois a enregistré des recettes supérieures à 800 milliards de yuan durant la fête du printemps, un chiffre impressionnant malgré la crise sanitaire. Comment la Chine compte-t-elle stimuler le développement rural? Le pays a dévoilé sa stratégie pour l'année 2021. Nous vous le disions dans les titres, Beijing déploie son plan de vaccination de masse contre le Covid-19. La capitale de la Chine commence ainsi à vacciner le grand public. Concrètement, les habitants âgés de 18 à 59 ans peuvent désormais s'inscrire pour bénéficier du vaccin chinois. Les précisions de cette stratégie vaccinale dans ce sujet. Beijing a déployé son plan de vaccination de masse contre le Covid-19 auprès du grand public, les habitants âgés de 18 à 59 ans pouvant désormais s'inscrire pour bénéficier d'un vaccin contre le Covid-19. En moins de 2 heures, le personnel médical d'un site de vaccination temporaire à Beijing a fini d'injecter à 1600 résidents leur première dose de vaccin. Le 21 février matin, nous avons mis en place différentes zones pour l'attente, le dépistage, l'enregistrement, l'inoculation et l'observation. Dans la zone d'attente, il y a 180 places pour que les gens attendent à l'intérieur, car il fait encore froid dehors, a déclaré Zhang Jiangling, un agent communautaire travaillant sur le site. Une soixantaine de travailleurs médicaux de l'hôpital de réadaptation de Beijing ont été envoyés sur le site temporaire. Nos médecins et infirmières ont commencé à travailler à 7h30 ce matin. Nous avons des médecins seniors travaillant dans la zone de dépistage car il est important pour nous de connaître l'état de santé des receveurs avant qu'ils ne reçoivent les injections, a déclaré Kiao Manua, un médecin travaillant sur le site. De leur côté, les résidents ont dit qu'ils n'avaient pas hésité à s'inscrire. Cela ne fait pas du tout de mal, je n'ai ressenti aucune gêne. J'ai reçu l'avis de la communauté il y a environ 2 semaines et je me suis immédiatement enregistré. Puisque la Chine a les vaccins disponibles, je n'ai pas hésité, a déclaré Yang Gungguo, un habitant de la capitale. Un travailleur communautaire m'a appelé la semaine dernière, alors mes parents et moi, nous venons nous faire vacciner aujourd'hui. Ensuite, nous nous sentirons plus en sécurité quand nous voyagerons vers d'autres villes pour travailler ou étudier, a déclaré Xu Yutong, un habitant de Beijing. Ce site n'est qu'un parmi une centaine qui procèdent à des vaccinations à travers la ville. Les 16 districts administratifs de Beijing ont lancé le programme de vaccination. Les résidents peuvent s'inscrire en scannant les codes QR envoyés par leur communauté. Les agents communautaires organiseront ensuite l'inoculation. De son côté, le personnel du site a indiqué que ce cycle durera des mois à Beijing pour s'assurer que toute personne souhaitant se faire vacciner puisse l'être. La Chine a commencé à vacciner des groupes clés présentant un risque plus élevé d'infection, tels que les travailleurs médicaux, les chauffeurs de taxi et les travailleurs de la chaîne du froid depuis l'année dernière. Jusqu'à présent, environ 30 millions de doses ont été administrées dans tout le pays. Le gouvernement chinois a pour sa part promis de fournir gratuitement les vaccins anti-Covid-19. Il a également déclaré que l'allocution des vaccins contre le Covid-19 n'affecterait pas le traitement médical quotidien des résidents. Un point sur la situation sanitaire dans le pays maintenant. La Chine a recensé 11 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des 24 dernières heures, contre 21 la veille. Ont rapporté lundi les autorités sanitaires. Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a également indiqué que tous les nouveaux cas concernaient des personnes arrivées de l'étranger. Et justement, partons à l'étranger et plus précisément au Myanmar où la situation est explosive. En effet, les policiers ont abattu 2 personnes qui manifestaient contre le coup d'État. Les manifestations, elles, continuent dans l'ensemble du pays, comme vous allez le voir dans ce reportage.
La police anti-émeute du Myanmar a abattu 2 personnes qui manifestaient contre le coup d'État et elle en a blessé plusieurs autres samedi, alors que les forces de sécurité augmentent la pression contre la révolte populaire. L'une des victimes a reçu une balle dans la tête lors du dernier rassemblement dans la deuxième plus grande ville de Mandalay, selon Frontier Myanmar, un média d'information. L'autre victime a reçu une balle dans la poitrine et elle est morte en route vers l'hôpital. Plusieurs autres blessures graves ont également été signalées. Les policiers ont tiré sur les manifestants près du quai Yandanabon à Mandalay, où des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc, des canons à eau et des lance-pierres ont également été utilisés contre les manifestants plus tôt samedi. Au moins 5 personnes ont été blessées par des balles en caoutchouc et transportées par des ambulances, selon un journaliste de l'Associated Press qui a été témoin des violences. Quelques 500 policiers et soldats sont descendus dans la zone après que des débardeurs aient rejoint le mouvement national de désobéissance civile, refusant de travailler jusqu'à ce que la junte militaire qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État le 1er février rétablisse le gouvernement démocratique élu dirigé par Aung San Suu Kyi. Les manifestants et les habitants ont fui le quartier au milieu de la violence et les forces de sécurité les ont poursuivis. Des bruits ressemblant à des coups de feu ont été signalés. Un groupe de journalistes a également été contraint de fuir après avoir été touché par des gaz lacrymogènes et des projectiles. Sa mort vendredi a été la première mort confirmée parmi des milliers de manifestants qui ont affronté les forces de sécurité depuis que le haut commandant militaire, le général Min Aung Hlaing, a pris le pouvoir. Le porte-parole du département d'État américain Ned Price a présenté les condoléances de son gouvernement et a réitéré les appels à l'armée à s'abstenir de toute violence contre des manifestants pacifiques. Jusqu'à présent, les forces de sécurité se sont relativement abstenues face aux manifestants à Yangon, mais semblent durcir leur position dans les zones où la présence médiatique est moins importante. L'Inde et la Chine achèvent le désengagement de leurs troupes à la frontière himalayenne. Pékin et New Delhi avaient conclu un accord en ce sens début février, 8 mois après l'incident le plus grave entre les deux géants asiatiques depuis la guerre éclair de 1962. Après des mois de tension, l'Inde a annoncé dimanche 21 février que ses troupes, de même que celles de la Chine, avaient parachevé leur désengagement à la frontière du Tibet et de la région indienne du Ladakh, l'un des secteurs disputés de la frontière dans l'Himalaya. Les deux pays avaient conclu un accord en ce sens début février, au terme de 9 sessions de négociations. Le ministère indien de la Défense a annoncé dimanche, citant un communiqué commun avec Pékin, qu'au cours de la 10e session de négociations tenue samedi, les deux parties avaient constaté avec satisfaction que le désengagement de leurs troupes de première ligne dans la région du lac Pangong s'était terminé sans problème, je cite. Le dernier affrontement entre militaires chinois et indiens dans cette zone date de juin 2020. Ces heurts avaient opposé soldats chinois et indiens à coups de barres de fer et autres armes non létales, les armes à feu étant proscrites selon un protocole datant de plusieurs décennies. Il avait fait des morts des deux côtés, 20 du côté indien selon New Delhi et 4 côté chinois selon Pékin. Les armées des deux géants d'Asie sont en conflit larvé depuis bientôt une dizaine de mois, le long de la ligne de contrôle effectif qui coupe en deux la région à une altitude comprise entre 4000 et 5500 mètres. Cette ligne de démarcation non reconnue internationalement a été tracée en 1962, après une guerre éclair qui avait abouti à l'annexion par la Chine d'une grande partie du Ladakh. Rebaptisé Aksai Chin, le territoire dont s'est alors trouvé amputé l'Inde a permis à Pékin d'établir un lien terrestre entre le Tibet au sud et la province autonome du Xinjiang au nord. En juin, les deux pays s'étaient mutuellement accusés d'avoir empiété sur le territoire de l'autre dans cette zone. Pékin et New Delhi avaient par la suite envoyé des dizaines de milliers de soldats supplémentaires dans la région, ainsi que des armes lourdes. Le désengagement des troupes est un pas en avant important, souligne le communiqué commun de Pékin et New Delhi, ajoutant que les deux parties sont d'accord pour poursuivre leur dialogue et leur communication, stabiliser la situation sur le terrain et s'efforcer de résoudre les problèmes, restant de manière mutuellement acceptable. L'Inde et la Chine partagent 3500 km de frontières, dont d'autres zones font l'objet de litiges, notamment dans le Ladakh. L'incident du mois de juin était le plus grave entre les deux géants asiatiques et puissances nucléaires depuis la guerre éclair de 1962.
Et justement, restons dans cette actualité. La Chine a diffusé vendredi une vidéo illustrant l'affrontement meurtrier entre militaires chinois et indiens survenu en juin 2020 à la frontière himalayenne. Un incident qui avait fait une vingtaine de morts tout de même. Retour sur ces images dans ce sujet. Dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 juin 2020, des troupes indiennes et chinoises en étaient venues aux mains dans une vallée du désert montagneux du Ladakh au nord de l'Inde, où leur frontière fait l'objet d'un litige de longue date. Les armes à feu étant prohibées dans la zone, ces combats s'étaient déroulés au corps à corps. New Delhi avait fait état à l'époque de 20 morts dans ses rangs, mais Pékin n'avait pas fourni de bilan chiffré de son côté. C'est seulement vendredi, soit 8 mois après l'affrontement, que le ministère chinois de la Défense a fait état de la mort de 4 militaires chinois. Une vidéo diffusée ensuite par la télévision publique CCTV montre ce qu'elle présente comme des soldats indiens franchissant à pied une rivière au milieu des pics enneigés de la chaîne du Karakoram. Les images sont accompagnées d'une musique dramatique, munie de longs bâtons et de boucliers sur lesquels est inscrit le mot « police ». Ils se dirigent vers les militaires chinois situés de l'autre côté. Ces derniers tentent alors de les bloquer avec leur corps. Le reportage de CCTV accuse les Indiens d'avoir franchi la frontière de facto avant de provoquer les militaires chinois. Les images montrent ensuite des groupes de soldats des deux camps se faisant face dans le noir, puis des Chinois soignant au sol un des leurs dont la tête est recouverte de sang. Un accord bilatéral interdisant l'usage des armes à feu, les affrontements entre les pays le long de leurs frontières se déroulent souvent à coups de pierres, de poings ou d'autres objets. Cet incident en haute altitude à la frontière du Tibet et de la région indienne du Ladakh était le plus grave à opposer les deux géants asiatiques depuis la guerre éclair de 1962 qui avait vu la Chine l'emporter facilement sur l'Inde. La ligne de contrôle effectif Ligne of Actual Control, frontière de facto entre l'Inde et la Chine, n'est pas clairement démarquée et les deux pays se sont accusés mutuellement d'avoir empiété sur le territoire de l'autre. Pékin et New Delhi avaient envoyé dans la région des dizaines de milliers de soldats supplémentaires ainsi que des armes lourdes à la suite de leur affrontement. Les deux pays ont toutefois conclu début février un accord de désengagement mutuel des troupes dans un des secteurs disputés à la frontière. Cette année, le Parti communiste chinois célèbre son centenaire. Et ce week-end, le président Xi Jinping a rappelé l'importance de l'étude et de l'enseignement de l'histoire du parti lors d'une réunion. Xi Jinping, le secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, a mis l'accent samedi sur l'étude de l'histoire du parti, alors que le Parti communiste chinois célèbre son centenaire cette année. Xi Jinping, également président chinois et président de la commission militaire centrale, a fait ses remarques en prononçant un discours important lors d'une réunion clé pour lancer une campagne sur l'apprentissage et l'éducation de l'histoire du parti parmi tous les membres du parti. Qualifiant la campagne de décision majeure prise par le comité central du Parti communiste chinois, Xi Jinping a exhorté tous les membres du PCC à étudier l'histoire du parti, à comprendre ses théories, à faire un travail pratique et à réaliser de nouveaux progrès afin de se lancer dans une nouvelle marche avec un esprit élevé pour construire une Chine socialiste moderne et accueillir le centenaire du parti avec des réalisations exceptionnelles. Le président chinois a également déclaré que le PCC avait toujours attaché une grande importance à l'étude et à l'enseignement de son histoire. Il a souligné la nécessité vitale de lancer la campagne alors que le Parti communiste chinois se trouve à un moment critique où convergent les échéances de ses objectifs des deux centenaires. Xi Jinping a exhorté les comités du parti à tous les niveaux à mettre en œuvre sérieusement les dispositifs pris par le comité central du PCC sur la campagne. L'histoire de notre parti est une histoire d'adaptation continue du marxisme au contexte chinois, a souligné Xi Jinping. Il a rappelé l'importance d'éduquer et de guider l'ensemble du parti pour qu'il tire les leçons de son passé extraordinaire, je cite, afin de comprendre comment le marxisme a profondément changé la Chine et le monde. Il a également appelé à des efforts pour armer l'ensemble du parti des dernières réalisations de son innovation théorique et à utiliser les théories pour guider ses pratiques et faire progresser son travail. 100 milliards d'euros, c'est le chiffre de recettes enregistré par le secteur de la restauration en Chine durant ces fêtes du printemps. Un bilan très satisfaisant donc, alors que tous ont dû appliquer un protocole sanitaire très strict et innover le mode d'opération en ligne.
La fête du printemps est une haute saison pour les restaurants chinois. Du 11 au 17 février, les entreprises clés de vente au détail et de restauration ont réalisé des ventes de 821 milliards de yuan, en hausse de 28,7% par rapport à la semaine d'or de la fête du printemps de l'année dernière, selon les données publiées par le ministère du Commerce le 17 février. Les restaurants ont pris l'initiative pour améliorer et diversifier les plats et innover le mode d'opération en ligne et physiquement, tout en respectant les protocoles sanitaires durant le Nouvel An chinois cette année. Les entreprises en vente à emporter n'ont cessé d'améliorer leurs services de manière à offrir des services de restauration diversifiés, personnalisés et de haute qualité. Certains restaurants ne livrent pas seulement les repas, mais aussi les chefs cuisiniers qui se rendent chez les clients pour préparer les repas sur place. Ils ont échangé préalablement avec les clients en ce qui concerne le goût et les ingrédients. Cette année, beaucoup de gens ont fêté le Nouvel An chinois là où ils vivent et travaillent d'habitude, ce qui a boosté les ventes réalisées par les restaurants et notamment les restaurants en vente à emporter. Depuis le 15 janvier, le nombre de recherches sur le repas de réveillon sur l'application Meituan a augmenté de 200% en glissement annuel. Les restaurants ont donc déployé plus d'efforts pour préparer les plats à emporter. De nombreux restaurants sont restés ouverts durant le Nouvel An chinois, contrairement aux années précédentes. Presque 70% de restaurants sont ouverts selon notre estimation, a dit un responsable de vente à emporter de Meituan. C'était le réveillon du Nouvel An chinois hier, je ne m'attendais pas à autant de commandes, mais finalement j'ai livré une quarantaine de commandes. C'est à peu près le nombre de commandes habituelles chaque jour, a déclaré Li Mingming, âgé de 30 ans, qui est un livreur de repas de la station au quartier de Wangqing de Meituan à Beijing. Il a continué à travailler pendant la fête du printemps cette année. Comme Li Mingming, beaucoup de gens ont préparé le repas du réveillon avec des plats à emporter, même s'ils n'ont pas rejoint leur famille dans leur ville natale. Les commandes de plats à emporter ont enregistré une hausse de 70% sur un an dans le pays le jour du réveillon, selon les chiffres publiés par Meituan. Des restaurants de marques connues ont vu leur vente à emporter augmenter de 82%, notamment les restaurants les plus populaires. Des plats semi-finis ou en petites portions pour le repas de réveillon ont été un grand succès. Certains restaurants ont proposé des menus de réveillon pour une personne pour offrir plus de choix aux gens. Le jour de réveillon, les commandes de menus pour une personne ont ainsi augmenté de 66% sur un an, selon les chiffres de Meituan. La Chine fixe les objectifs de 2021 pour stimuler le développement rural. Comme chaque année, le document central numéro 1 a été publié et depuis près de 2 décennies, il se concentre sur l'agriculture et les zones rurales. La Chine a publié la stratégie de cette année pour améliorer la vie dans les zones rurales. Le document numéro 1 est publié chaque année et met l'accent sur la promotion de la croissance dans les zones rurales et la modernisation des exploitations agricoles du pays, tout en s'assurant que les habitants qui sont sortis de la pauvreté n'y retournent pas. Le document central numéro 1 est la première déclaration de politique générale publiée chaque année par les autorités centrales chinoises et qui établit les priorités de la politique. Depuis près de 2 décennies, il se concentre sur l'agriculture et les zones rurales. Le document de cette année indique qu'au cours de la période du 14e plan quinquennal, le comité central du Parti communiste chinois considérera le travail concernant l'agriculture, les zones rurales et les agriculteurs comme sa priorité absolue. Le document vise à maintenir les zones cultivées stables avec une production céréalière de plus de 650 milliards de kilos. Il vise également à améliorer la sécurité alimentaire et la qualité des produits agricoles et à faire en sorte que la croissance des revenus des agriculteurs dépasse celle des citadins. Il vise également à mettre en œuvre des plans de modernisation de l'agriculture et des campagnes et à promouvoir davantage de réformes dans les zones rurales. Et il cherche également à consolider les accomplissements de l'éradication de la pauvreté, après que près de 100 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté au cours des 8 années passées. Pour éviter que les gens ne retournent dans cette pauvreté, les experts disent qu'il est nécessaire d'établir et d'améliorer des mécanismes efficaces. Les ménages qui ne peuvent pas travailler devraient être inclus dans le système de sécurité sociale. Les personnes déplacées devraient être aidées à surmonter les problèmes tels que l'emploi et il devrait y avoir une période de transition de 5 ans dans les zones qui viennent d'éradiquer l'extrême pauvreté.
L'extrême pauvreté, justement, a été éliminée en 2020 globalement. Aujourd'hui, selon les experts, la revitalisation des zones rurales est une nouvelle étape du développement de la Chine. Cette tâche devrait durer jusqu'en 2050 et elle consiste à surmonter des difficultés similaires à l'éradication de la pauvreté. Les questions de personnel, de terre et d'argent devront notamment être réglées. Selon les experts, toujours, la revitalisation des zones rurales consistera à remodeler l'ensemble de la structure économique et sociale. Elle devrait refléter la valeur unique des ressources naturelles rurales et de la culture traditionnelle. L'objectif est de faire en sorte que les zones rurales soient une base de produits agricoles de haute qualité, un bel environnement et également un espace de vie de haute qualité. Son influence internationale grandit, le chinois devient une des langues officielles de l'Organisation mondiale du tourisme, qui compte actuellement 159 États membres. À cette occasion, le secrétaire général de l'OMT a fait une vidéo spéciale pour transmettre le message de félicitations à la Chine. Les détails de cette bonne nouvelle dans ce reportage. L'Organisation mondiale du tourisme et le gouvernement espagnol ont officiellement annoncé que depuis le 25 janvier 2021, le chinois est devenu officiellement une des langues officielles de l'OMT. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zurab Pololikashvili, a fait une vidéo spéciale pour transmettre le message de félicitations. L'OMT est l'organisation internationale du tourisme la plus influente au monde. Elle compte actuellement 159 États membres et a son siège à Madrid, en Espagne, avec l'Espagne comme dépositaire permanent. La Chine a adhéré à l'OMT en 1983 et en novembre 2007, la Chine a proposé d'inclure le chinois parmi les langues officielles lors de la 17e session de l'Assemblée générale de l'OMT. Cette Assemblée générale a adopté la proposition et un amendement à l'article 38 des statuts de l'Organisation mondiale du tourisme, selon lesquels les langues officielles de l'organisation sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Selon les statuts de l'OMT, après l'adoption de l'amendement par l'Assemblée générale, plus des 2/3 des États membres doivent achever les procédures d'approbation avant qu'ils ne puissent entrer en vigueur. Depuis l'adoption de l'amendement en 2007, la Chine a beaucoup travaillé en coopération avec l'OMT pour encourager les États membres à respecter les procédures d'approbation et à faire du chinois une langue officielle de l'OMT le plus tôt possible. En janvier 2021, 106 États membres ont ratifié l'amendement, chiffre qui correspond au nombre prévu par les statuts, permettant à l'amendement d'entrer officiellement en vigueur. La langue est un outil pour exprimer des idées et des pensées humaines et un important porteur de culture. Avec le renforcement continu de la puissance globale de la Chine, l'influence internationale du chinois s'accroît sans cesse et le chinois a été plus largement reconnu au sein de la communauté internationale ces dernières années. Le fait que le chinois soit devenu une langue officielle de l'OMT va aussi renforcer l'intégrité et l'autorité de l'OMT en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies et ainsi améliorer le statut et la proportion de l'utilisation du chinois dans les organisations internationales. Il sera aussi d'une grande aide pour aider la Chine à jouer un rôle plus actif dans les affaires internationales du tourisme, pour partager l'expérience mais également les opportunités de développement touristique de la Chine, ainsi que pour apporter des contributions positives à la construction d'une communauté de destin commun pour l'humanité. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour revoir toutes nos émissions, rendez-vous sur mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube. Très bonne journée ou très bonne soirée à vous sur Mandarin TV.